Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission, le débat de ce soir. Au Tchad de ces derniers mois, des violences ont repris dans plusieurs zones rurales, souvent alimentées par des disputes autour des terres, de l'eau ou des revendications identitaires. Une crise qui aujourd'hui ne se limite pas qu'aux affrontements entre groupes armés ou aux rivalités territoriales. Ce sont les femmes et les enfants parmi les plus vulnérables qui payent le prix fort. Face à cette détérioration du climat sécuritaire, des milliers de familles ont été poussées à fuir avec des conséquences dramatiques sur la santé, l'éducation et le bien-être mental des plus jeunes. Ce soir, nous braquons nos projecteurs sur un sujet lourd et tragique, la résurgence des conflits intercommunautaires au Tchad et le lourd tribut payé par les femmes et les enfants. J'ai l'honneur de recevoir autour de cette table des dames avec lesquelles on va discuter du prix que les femmes et les enfants payent face à cette recrudescence. Alors, je vais tout de suite vous présenter les dames avec lesquelles on va commencer cette émission. J'ai Madame Larlem Marie qui est coordonnatrice de l'Association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad. Madame Larlem, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. J'ai aussi Madame Joséphine Koulibaly qui est rédactrice en chef à Electron Télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame Koulibaly. Bonsoir. Bonsoir, le plaisir est partagé. D'accord, merci. Et comme je l'avais dit tantôt, on va parler de la résurgence des conflits intercommunautaires, le prix que les femmes et les enfants payent. Alors, Madame Larlem, la question que je peux vous poser, selon vous, quelles sont les principales causes de la résurgence des conflits intercommunautaires que traverse le pays pendant ces derniers mois? Merci beaucoup pour l'invitation. Mais avant de commencer, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des victimes, mais également avoir une pensée pieuse pour ces braves femmes et enfants qui ont perdu la vie parce que quelque part, il y a des conflits dont ils ne sont même pas concernés. Parlant des causes, il faut dire que, comme vous l'avez dit ces dernières années, et avec une accentuation en 2025, les conflits éleveurs, agriculteurs, même d'autres types de conflits, mais ceux dont nous allons nous focaliser, parce que le thème il est bien précis, par rapport à ces femmes et enfants qui sont morts, ce sont des conflits liés à la terre. Et il faut dire que les causes de ces conflits, il y a les causes structurelles, les causes conjoncturelles, mais il y a aussi les causes institutionnelles. Structurelles, ce sont les causes qui sont plus profondes. Et là, il faut dire que la zone du Sud particulièrement fait face à ces conflits, mais il faut reconnaître qu'il y a
une pression démographique. Il y a démographique en ce sens que il y a l'aspect démographie naturelle à travers les naissances, à travers autres, mais également avec l'arrivée des réfugiés centrafricains, avec l'arrivée des nouveaux éleveurs. Et donc, il y a le nombre de bétail qui augmente, le nombre de personnes qui augmente, et il y a une descente de plus en plus des éleveurs vers le sud et qui se sédentarisent. Or, avant, les éleveurs venaient et après, ils repartaient. En début de saison, ils repartaient. Or, maintenant, de plus en plus, ils s'installent. Et il y a d'autres qui arrivent. Donc, ils sont en même temps éleveurs et cultivateurs. Ils n'ont pas seulement besoin d'espace pour paître, mais ils ont aussi besoin d'espace pour cultiver. Entre-temps, les réfugiés qui sont venus il y a plus de 10 ans, également ont besoin de terres pour cultiver. Et il y a des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi et qui s'installent. Ils ont besoin d'espace. Ils ont besoin d'espace. Donc, vous voyez qu'il y a une pression, mais les terres cultivables commencent par devenir rares. Et donc, tout cela fait que chacun a besoin d'un espace. Et au niveau conjoncturel, on peut aussi parler des causes les plus fréquentes, c'est les dévastations des champs, il y a la mauvaise résolution par les autorités administratives, traditionnelles, militaires. Et donc, parfois, les autorités prennent des notes, des décisions, voilà, pour attribuer des terres. Ou alors, ce sont les autorités qui interviennent pour dire que tel espace c'est réservé pour les éleveurs. Et donc, les autochtones ou alors les cultivateurs qui se voient dépossédés de leurs terres n'acceptent pas. Et au niveau institutionnel, oui, il y a aussi c'est la question de la gouvernance. Il y a la question de la gouvernance au niveau local. Et donc, toutes ces causes-là font que les uns se disent que nous aussi, nous sommes des Tchadiens, on a droit à la terre. D'autres se disent, mais non, nous, c'est ici, c'est là où nous sommes nés, nos enfants ont droit. Et donc, ça pose problème. Et l'une des causes institutionnelles, c'est que dans notre pays, au niveau rural, là, c'est qu'il y a, on ne sait pas, les textes, voilà, qui gèrent la délimitation, par exemple, des couloirs de transhumance, mais également avec les zones cultivables, on n'applique pas. On n'applique pas. Donc, on est là, il y a les autorités qui s'impliquent de
plus en plus. Et donc, ça fait qu'au lieu de s'impliquer positivement, ils s'impliquent plus ou moins. Voilà, ça fait l'effet contraire. Donc, voilà un peu quelques causes qu'on peut citer, voilà, qui sont souvent à l'origine de ces conflits intercommunautaires. D'accord, Madame Koulibaly, au-delà des causes structurelles, conjoncturelles et institutionnelles que Madame Larlome vient de nous expliquer, vous avez quelque chose à ajouter? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Merci. Ce thème relève d'une importance capitale. Et ce qui fait sa particularité, ça c'est qu'il est sensible. Oui. Très sensible, mais néanmoins, je vais essayer de rebondir. On est là pour ça. D'accord. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, en tout cas. Parce qu'il y a des vies qui sont en danger. C'est ça. Alors, ce que je pourrais ajouter, c'est un peu superficiel, parce qu'elle a déjà parlé des causes profondes. Oui. Moi, je parlerai ici de l'absence de l'État. Okay. L'absence de l'État, pour ne pas dire inefficacité, parce que c'est des choses qui ont toujours existé. Oui. Il faudrait toujours être là pour les zoomer sur eux, ou il faudrait prendre des précautions pour que cela n'arrive pas. Quand on parle de la résurgence, cela veut dire que ça a existé et maintenant ça s'intensifie. Voilà, si ça s'intensifie, qu'est-ce que l'État doit faire? Un problème déjà connu, moi je pense que on a la solution à 50%. Et qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la solution? Est-ce que ces personnes qui sont nommées ou élues, est-ce qu'ils sont à la place où il faut? Ce n'est pas le poste qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait le poste. Et concernant la terre, ça a toujours été comme ça, que ce soit au Tchad ou ailleurs, dans les provinces, c'est toujours comme ça. Les affaires de terre, c'est un peu compliqué. Mais quand l'État ou le représentant de l'État joue pleinement son rôle avec les leaders religieux et aussi les chefs traditionnels, moi je pense que ça pourrait aller. Mais si ils ne le font pas, ça fait partie des causes. C'est pour dire que je peux les citer parmi les causes. Oui. Et la manipulation politique, c'est que je peux ajouter aussi. La manipulation politique. Oui. On en parle. Et j'espère que vous êtes prête à recevoir les conséquences. Politique et même communautaire. Et même communautaire. Oui, les manipulations, même politique comme communautaire. Parce que quand vous essayez de creuser ces choses-là, vous allez voir qu'il y a des individus qui sont cachés derrière, uniquement pour leur propre intérêt. Et ce qui est malheureux dans ça est que si ça continue, les choses des géopolitiques vont s'instruire et là, ça va dépasser la compétence de la nation, quelles qu'en soient ses forces. En tant qu'il y a un ennemi extérieur qui est en complicité avec l'ennemi interne, vous serez bloqué. Donc, il faut que l'État réactive ses compétences. Sinon, je le citerai aussi parmi les causes. Merci. On essaie de chercher à comprendre quelles sont les causes, donc pourquoi ne pas mettre le doigt dans la plaie. Alors, Madame Larlome, vu votre position, on a dit que ces conflits, comme ça ressurgit, ce sont des conflits qui sont là, qui reviennent très souvent. Mais j'aimerais savoir... est-ce que ces conflits sont hérités des tensions anciennes non résolues? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Comme ça revient très souvent, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'ont pas été bien résolus et que ça revient très souvent un peu? Oui, comme j'avais parlé des causes structurelles, les causes profondes, donc également ce sont des tensions, des conflits qui existaient, qui sont soit mal résolus, et donc ça reste latent et ça s'explose. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui, quand on voit la manière dont certaines autorités arrivent à résoudre les problèmes, et d'abord,
le problème d'accès à la terre, on ne tient plus compte des autorités traditionnelles. Oui. Quelquefois, elle l'a dit, Mme Koulibaly l'a dit tout à l'heure, c'est on obtient soit par la manipulation, soit par la pression sur les autorités traditionnelles. Et donc, ils arrivent à, ou soit par des textes. Aujourd'hui, on arrive à dire, non, on se cache souvent derrière la terre appartient à l'État. Oui. Vous voyez, la terre appartient à l'État. Donc, quand c'est une autorité qui arrive, qui dit, écoutez, cette partie-là, c'est réservé, voilà, c'est réservé aux animaux, Oui. sans aucun texte réglementaire. Par exemple, normalement, il devait avoir, comment on appelle, par exemple, les services de cadastre, d'aménagement du territoire. Les gens, ils doivent aménager, préparer tout ça donc pour faire en sorte qu'il y ait des couloirs de transhumance, les zones réservées à l'élevage, les zones réservées à l'agriculture, et ça devait être clairement défini. Mais or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a parlé de pression. Et nous avons des nouveaux éleveurs qui sont aussi les autorités. Et c'est un secret de polichinelle. Et donc, certaines autorités ont leur bétail, et là. Et donc, c'est pas facile, ils cherchent aussi des terrains pour leur bétail. Et ce qui fait que quand ça se répète, on n'arrive pas à résoudre le problème de fond, mais on reste souvent superficiel. On endort le problème. Et après, c'est comme si c'est de l'anesthésie. Et puis après, quand l'anesthésie disparaît, le problème ressurgit. Et le cas de Mandakao, c'est un problème également de manque d'anticipation des autorités. Si ce problème est arrivé, selon le collectif des associations de défense des droits de l'homme qui avait effectué une mission au terrain, il y avait aussi plusieurs missions qui étaient au terrain, les députés qui étaient au terrain, ils ont fait ressortir que c'était un problème de manque d'anticipation parce qu'il y avait déjà le conflit était là déjà. Oui. Mais ils n'ont pas pu intervenir à temps pour prévenir. Et donc, ça fait que les gens ont attendu jusqu'à ce qu'on arrive à ces événements malheureux pour les pauvres femmes et des enfants. Ok, alors Madame Koulibaly, on a dit que c'est certainement aussi des anciennes tensions. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces conflits sont hérités? Bon, je pense bien, je réponds à l'affirmatif. C'est des tensions non résolues. Oui. Vous savez, quand la blessure est ouverte et que ça reste ouverte pendant plusieurs années, la personne, lorsqu'il va se décider à se venger, il faudra quand même estimer le résultat. Comme le disait un adage, je cite, la vengeance est un plat qui se mange froid, très froid. Et quand c'est froid, celui qui s'est vengé va se sentir satisfait. Mais maintenant, les victimes, l'État, la société, c'est nous qui allons souffrir avec ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans les provinces. On ne le souhaite pas. Ça peut tourner autrement. Et si ça tourne, ce serait dangereux. Donc, il faudra gérer les tensions à la source.
Et pour le gérer à la source, je fais appel à 3 principes. Oui. Ça, c'est à mon avis. Il faut aller du pardon maintenant à la réconciliation et de la réconciliation à la paix. Mais on a l'habitude de prôner ces discours, la paix, restaurons la paix, c'est tout un processus. Oui. Donc ça ne va pas venir comme ça. Vous pouvez déléguer quelques personnes à aller présenter leurs condoléances. L'État le fait. Il y a d'autres ONG qui le font aussi. C'est bien, ça répond aux aspects sociaux, mais moi je pense que ça doit aller au-delà. Après avoir séjourné dans ces pays-là, ou dans ces provinces-là, vous retournez chez vous. Mais eux, leur douleur, ça continue. Ça continue. Si on ne les suit pas, si on n'applique pas ces processus-là, et par malheur, si eux, ils décident de se venger, ça sera encore pire. C'est pour revenir un peu à la proposition de madame. Il faudrait que l'État anticipe sur ces tensions-là pour que ça ne revienne plus. Parce que lorsqu'on était en train de gérer le cas de Madakawa, subitement, on a appris quelque part aussi. On n'a pas encore fini de gérer ça, il y a d'autres aussi qui sont encore. Vous voyez, non? Donc ça se multiplie. Et il faudrait mettre fin à cette multiplication. La question? Oui, je l'avais dit tantôt que c'est soit des tensions anciennes ou soit des conflits anciens ou soit ce sont des conflits hérités. Alors, comme vous l'avez déjà conflit hérité, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Hérité, oui. Hérité. Alors, selon mes informations, lorsque j'ai voulu m'imprégner sur cette situation, l'atmosphère-là, on m'a fait savoir que souvent, il y a de ces enfants, tu les vois avec, si je peux le dire comme ça, les gris-gris. Oui. Ici au cou, mais ce ne sont pas certes des gris-gris, mais ce sont des informations qui sont écrites noir sur blanc et maintenant qui sont attachées au cou de l'enfant. Et lorsqu'il va grandir à un âge, il va l'ouvrir. Et on va lui dire c'est tel pays, telle province, X, telle famille, qui ont fait telle chose à tes parents. Et maintenant l'enfant, il va essayer de jouer sa responsabilité. Vouloir venger. Se venger, c'est le mot. Ok. Donc, il faut résoudre ces tensions-là. Oui, je vais renforcer ce que Mme Koulibaly, oui, ce que Mme Koulibaly a dit. Okay. Vous voyez, la douleur ne se soigne pas par le silence. Ouais. Ça ne se soigne jamais par le silence. Quand quelqu'un encaisse et garde le silence, ça devient dangereux. Et les conflits, les vengeances, mais ces vengeances sauvages sur les pauvres femmes et les enfants. Qu'est-ce que ces femmes ont fait? Où étaient les hommes? Comment un bébé de 2 semaines découpé, des enfants de 4-5 ans découpés, tués, les femmes enceintes. Des images terribles. Des images horribles. Où va le Tchad? Où va le Tchad? Quel plaisir on tire en voyant les femmes. Comment peut-on déplacer les conflits sur les femmes? Non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et tout ça, vulnérable qui paye les prix. C'est la femme qui donne la vie. Oui, j'avais pleuré et j'ai pleuré. Même jusqu'à ce matin quand je regardais les images. Je suis mère. Je suis femme. Je suis épouse. Je suis sœur. Oui, j'ai des enfants. J'ai porté les grossesses. J'ai vu les douleurs d'enfantement. Ces hommes qui ont agi, ces criminels sans limite, qui ont agi sur les femmes, sont-ils nés des femmes? Tués avec grossesse.
Est-ce qu'on a porté leur grossesse? Ah oui, Non. ça. Et non. C'est inadmissible. Et comment les autorités se plaisent? Et là, en tant que citoyen lambda, oui, je suis en colère contre les autorités qui n'ont pas su prévenir ces massacres sur ces couches vulnérables. Oui, quand le préfet, les autorités de, je ne sais pas, soit le chef de canton, le préfet d'Oula, De Mandakao. voilà, de Mandakao. Vers Mayokebi. Non. De Mandakao. Voilà, bon, là, quand il disait que les éleveurs sont en train de venir de la Centrafrique et qui sont lourdement armés et qui peuvent avoir risque de vengeance. Mais non, quand on connaît déjà, on doit anticiper, on doit prévenir. Quels sont les moyens mobilisés pour empêcher? Oui, pour empêcher, bien sûr. Mais non. Aujourd'hui, de toutes les manières, que ce soit les violences de Oregon ou les violences de Manakao, Oui. ce sont les femmes qui ont subi. Parce qu'à Oregon, ils ont arrêté les hommes. Ce sont les époux, ce sont les pères. Ils ne sont pas là. Ce sont toujours les femmes. À Mandakao, ils ont ramassé les hommes, les élèves, ils ont ramassé. Et il y a des veuves. Il y a des veuves qui sont là. Il y a des gens qu'on a ramassé leur mari, leur père. Ce sont toujours les femmes. Que ce soit en temps de guerre, ce sont toujours ces femmes. Dans tous les cas. Vous voyez même dans le Wadaï, encore des veuves. On entend parler un peu partout. Voilà, donc vous voyez, ouais. C'est pour dire que oui, il faut vraiment chercher les causes. On est en train de nous interroger sur les causes profondes. Et nous, en tant que citoyens lambda, notre colère, c'est sur notre gouvernement qui est censé nous protéger, assurer notre sécurité, la sécurité de nos biens. Notre colère, c'est sur notre gouvernement. Les conflits, oui, on va attraper 1-2 personnes. Mais est-ce que ça résout le problème? Est-ce que ça résout le problème? Il va falloir que le gouvernement essaie de se ressaisir. Les missions ponctuelles des réconciliations. Non, ce sont des réconciliations de façade, pas de cœur. Il faut la justice pour les uns et les autres. Okay. Il faut la justice. S'il y a la justice, on ne peut pas parler de paix de cœur, parler de la paix sans la justice. Ok, merci madame. On va en revenir parler amplement. Donc, chers téléspectateurs, on est en train de parler de la résurgence des conflits intercommunautaires et le prix que ces nombreuses femmes et les enfants payent. On a encore une autre invitée qui s'est ajoutée à nous, madame Nepichimbaye Diana. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, bonsoir aux panélistes. Ok, merci. Comme je l'avais dit tantôt, on est en train de parler de la résurgence des conflits intercommunautaires et le prix que les femmes et les enfants payent. Comme vous venez d'arriver, on va aussi parler un peu de l'impact sur les femmes et les enfants, comme c'est l'aspect qu'on est en train d'en parler. Donc, quels sont les types de violences spécifiques que subissent ces femmes et ces enfants dans ces conflits? Merci d'abord pour la parole donnée. D'accord. Je suis arrivée, j'ai attendu et entendu très respectueusement ce que les deux panélistes ont abordé, ont dit. Ces violences, quand on parle de violences intercommunautaires, moi, tout de suite,
ça me cœur un peu. Parce que comment les communautés qui vivent ensemble, les frères et sœurs qui vivent sur le même territoire, même nation, qui partagent la même nationalité, et on vient là, on dit que bon, ce sont les violences intercommunautaires. Ils sont en conflit d'un coup. Ils sont en conflit d'un coup. C'est comme si les frères et sœurs qui se battent. Et on se demande, est-ce qu'en Afrique surtout, les frères et sœurs sont toujours ces personnes-là qui s'entraident, ces personnes-là qui serrent les coudes, ces personnes-là qui, quand il y a un danger qui vient de l'extérieur, c'est eux qui se mettent au devant pour barrer la route. Mais si entre eux-mêmes, ils s'entretuent, ça laisse à désirer et puis on se questionne souvent. Mais disons que les conséquences qu'il y a, surtout sur les femmes et sur les enfants, tout de suite là, on voit les conséquences psychologiques surtout. Parce qu'une femme ou un enfant qui subit ce genre de violence pendant des années, il ou elle ne peut pas oublier. Toute sa vie, l'enfant va grandir avec ça. Toute sa vie, la mère qui a perdu son enfant, ou bien qui a vu de la manière dont on torture son bébé, ce sont les douleurs qu'on ne peut pas mettre la main dessus et dire que ça va aller. Le mot ça va aller, en ce moment-là, ça n'a plus de sens pour elle. Tout ce qu'elle veut la justice pour son enfant. Tout ce qu'elle veut, elle veut que son enfant revienne à la vie. Mais c'est chose impossible. Et là, la douleur qu'elle porte, la douleur que l'enfant voit sa mère entrer des soupirs devant lui et rendre l'âme. Pensez-vous que cet enfant-là, quand il va grandir en paix? Pensez-vous que cet enfant-là, quand il va grandir, il sera en harmonie, en amour avec le reste de la communauté autour de soi? Non. Ça va être compliqué. Ça serait très compliqué. Et ce sont ces genres de conséquences où, quand l'enfant grandit avec le temps, l'enfant va devenir un cas social très difficile à gérer. Ah oui. Parce que tout ce que lui, il fait, il y a cette image-là qui revient constamment et il va chercher peut-être à se protéger parce qu'il n'a pas eu cette protection-là quand il en avait besoin. Et il va se dire en ce moment-là, je suis seul dans cette vie, je dois me protéger. Et en se disant, je dois me protéger, il va arriver à poser des actes où demain, on va dire que non, mais ça, c'est quel type d'enfant qu'on a comme ça. C'est pourquoi il agit de la sorte. Mais on n'a pas cherché à savoir pourquoi l'enfant fait ça. Parce que l'enfant a subi des injustices quelque part et il se cherche maintenant à se faire justice de lui-même. Donc, ce sont les conséquences, surtout psychologiques, qu'on voit là tout de suite apparaître et qui maintenant, avec le temps, ça se répercute sur la société et c'est l'avenir de la nation ou du pays même qui en a pâti. D'accord. Madame Koulibaly, je demandais tout de suite les types de violences spécifiques subies que ces femmes et ces enfants ont subi pendant les temps de conflit. Parce que certainement, il y aura des violences. On a parlé tout de suite de cas de décès. Il y a d'autres types aussi de violences. Donc, vous aussi, vous avez quelque chose à ajouter. D'accord. Moi, je dirais que les conflits, les impacts que les femmes ont eu à subir, c'est déjà connu parce que celles qui ont ça coûté la vie à quelques-unes, qui sont déjà enterrées, ça c'est connu, c'est fermé, bouclé. Et maintenant, ces autres spectateurs-là, quand la scène se passait, les témoins oculaires, c'est leur vie qui m'inquiète. Peut-être ceux qui sont enterrés, on ne va plus revenir là-dessus. Je profite pour le dire, quand on était à Molo, et lorsqu'ils ont demandé à aller voir les trucs, les tombes, ils ont répondu. Mais ils sont déjà enterrés. Qu'est-ce que vous allez faire avec les tombes? Donc cela veut dire que c'est déjà enterré, c'est fini. La blessure reste, hein. Verbalement c'est fini. Mais maintenant, celles qui ont été témoins de cette action, c'est leur vie. L'impact là, ça va les suivre, comme Diana vient de le dire. Surtout psychologique. Traumatisme. J'aime beaucoup m'appuyer sur des exemples. Pour un exemple psychique qu'un enfant a eu a connu lors de ces attaques-là, c'était en RDC. Je l'ai vu sur les médias, les réseaux sociaux et aussi dans une chaîne de télévision que je me retiens de dire son nom. L'enfant, quand il quittait l'école, en venant, il a vu l'attaque. On était en train de massacrer ses parents. Il a pris la fuite. Et je pense que plusieurs femmes et enfants ont pris la fuite pour le cas dont nous sommes en train de parler. Mais maintenant, pour cet enfant qui a pris la fuite, il allait se réfugier quelque part dans une voiture
qui était en panne à quelques kilomètres. L'enfant, il a passé 3 mois dans cette voiture-là. Quand il fait jour, il sort. Mais quand c'est la nuit, c'est ça, il vient, alors il passe la nuit là-bas. Pendant 3 mois, pour un enfant de 14 ans. Imaginez, est-ce qu'il a la portée est-ce qu'il peut porter ces conséquences-là, ces impacts-là? Et j'ai aimé le reportage du journaliste là, qui s'est intéressé. Après, il y a une dame qui l'aurait vu quelque part, maintenant qui s'est approchée, a essayé de faire la thérapie jusqu'à pouvoir le réinscrire à l'école. Mais en classe, d'après les témoignages de ses professeurs, de ses éducateurs, l'enfant, physiquement, il est en classe, mais en esprit, il ne l'est pas. Il a tout le temps les yeux ouverts, il regarde comme ça, traumatisé, mais pas de mots. C'est un choc. Et il y a eu d'autres aussi. Peut-être pour ce cas, on n'a pas entendu, mais moi, j'aurais voulu, pour ceux qui ont été sur le terrain et qui nous ont apporté les résultats, celles qui ont pris la fuite, ils sont au nombre de combien? Est-ce qu'il y a eu des cas de violence, de viol? Ça aussi, il faut le dire. Parce que le viol aussi, c'est un choc. Ça fait très mal. Et maintenant, ces enfants, très innocents. Mais ce que moi, je retiens, pour être bref, on ne peut pas citer, on ne peut pas faire une liste exhaustive sur ces impacts-là. Mais ce que je peux dire quand même, pour être bref, est que le sang humain, le sang des innocents, quand ça crie contre le peuple, quand ça crie contre le gouvernement, quand ça crie contre les décideurs, quand ça crie contre la nation, c'est des problèmes. Si la justice n'est pas indépendante pour faire son travail, Dieu le fera. Parce qu'il s'agit de la femme. On a beau parler, mais on ne va pas parler jusqu'à... Moi, en tout cas, je ne pourrais pas parler jusqu'à avoir cette liberté parce que je suis femme aussi. Ça me dépasse. Et je dois me retenir puisque c'est le plateau. Okay. Merci. Je voulais ajouter l'autre type de violence économique. Ces femmes, ils ont perdu aussi tous leurs biens. Leurs biens, c'est ça. Même les survivants ont tout perdu. Quel type d'assistance on leur a apporté? C'est aussi la question que j'allais poser après. À Mandakao, on avait apporté quelques sacs, je ne sais pas, de riz, un peu de mil, des couchages. Voilà. Mais les déplacés, est-ce qu'on les a suivis? Ceux qui se sont déplacés, celles qui se sont déplacées, qui ont abandonné leur maison, leurs biens, qui sont partis, elles étaient d'abord déjà exposées même au risque des famines, des maladies et tout. Mais la violence les a poursuivis pour la violence physique, les a rattrapés. Et encore à nouveau, ils ont tout perdu. Donc vous imaginez un peu, comme elle l'a dit, vous voyez, la violence vraiment psychologique est très forte. Ça pèse. Ça pèse. Donc, tout type de violence est là. Mais qu'on ne peut pas trouver vraiment les vraies raisons qui ont motivé ces violences-là. C'est-à-dire, personnellement, je n'arrive pas à trouver les vraies raisons orientées sur les femmes et les enfants. Oui, on a assisté à des types de conflits, à des violences. Dans mon travail, dans le cadre de mon travail, nous avons des projets sur la gestion et la prévention des conflits. Mais je ne suis pas tombée encore sur ces violences. Je ne suis pas encore tombée sur ça.
où on vient, on tue les femmes en masse, les enfants, même les femmes enceintes, là, comme ça. Je ne suis pas encore tombée dessus. Voilà. Okay. Donc, c'est vrai quand même que ça fait peur et comme on l'a dit tantôt, en voyant les images, c'est effrayant. Madame Diana, parlons de ces violences, on a dit qu'il y a beaucoup d'impact sur tout ça. Maintenant, parlons d'aspect prise en charge. Est-ce que vous pensez que ces femmes, ces enfants qui ont subi ces formes de violence sont prises en charge? Demandez si ces enfants, ces femmes qui ont subi les conflits intercommunautaires ont pu être assistés Prise en charge après le conflit. C'est pour mon cas, je dirais non. Je dirais non parce que c'est vrai que le gouvernement, les ressortissants de la localité, après le drame, se sont précipités pour aller sur place, apporter quelque assistance en apportant les produits de première nécessité à ces victimes. C'est un beau geste, mais est-ce que le gouvernement a mis un comité sur place pour pouvoir assister ces enfants ou bien ces femmes pour que ces enfants-là puissent s'exprimer, pour que ces femmes-là puissent s'exprimer, pour qu'on les aide de manière psychologique à pouvoir se guérir? Je ne crois pas. Pour eux, ils descendent juste sur le terrain, ils font le constat, ils réunissent les chefs de canton, les représentants des communautés, ils parlent de la paix. Non, il faut se réconcilier parce que nous sommes des frères et sœurs, on doit vivre ensemble, plus jamais ça. Et c'est tout. Ils reviennent en ville. Ils laissent les gens rester à leur triste sort. Mais ça, ce n'est pas du prise en charge. Du prise en charge, il faut d'abord les cases qu'on a brûlées, les champs qu'on a brûlés, les produits, les réserves des gens qu'on a brûlés. Il faut tout ça. Et en plus de ça, il faut également assister ces femmes-là, il faut également assister ces enfants-là, pas seulement juste pour 1 mois, 2 mois, mais c'est un travail qui doit se faire méthodiquement et doit suivre un processus long. Parce qu'on ne peut pas seulement prendre un enfant qui a perdu sa mère, qui a perdu son père aujourd'hui et dire que ça va aller mon petit, voilà c'est arrivé, il faut se ressaisir, la vie se devant et puis voilà, vous revenez. Mais demain, quand l'enfant est confronté à certaines situations dans sa communauté, quand il commence à repenser, si papa était là, si maman était là, il allait faire ça pour moi. En ce moment-là, les images ressurgissent. Et l'enfant revive exactement la scène qui était passée il y a de cela des semaines ou bien des mois. Et en ce moment précis, il faut être là pour l'encourager. Il faut être là pour soigner ces blessures-là. Mais si on n'est pas présent, on ne peut pas dire qu'on a assisté, on ne peut pas dire que oui, on était là, on a pris en charge les femmes. Non, non, non. Ça, pour ma part, je ne dirais pas que ces femmes ont pu être assistées de manière où il le faut. Voilà, Madame Coulibaly l'a aussi tantôt dit, quand les enfants qui vont à l'école, d'un coup, on les déplace. Effectivement. C'est leur éducation qui prend un coup et on ne s'assure même pas s'ils repartent à l'école ou pas. Et comme elle a dit tantôt, même s'il est là en classe, il ne comprend rien de tout ce qui s'est dit. Il est tellement traumatisé que donc voilà, c'est un peu tout ça. Et on a dit, on peut bien essayer d'aller résoudre le problème, parler, mais tant qu'on ne trouve pas la vraie solution, tant qu'on ne résout pas vraiment le problème, c'est vraiment compliqué. Parlant de justice et de réconciliation, Madame Larlin. Oui, la justice, là, comme je l'ai dit tantôt, c'est le premier pas vers la paix. La justice, c'est le pilier de tout. La justice peut aider à penser les plaies, à réduire les traumatismes. Oui. La justice est extrêmement importante. Et la vérité aussi, et même la vérité,
c'est le chemin qui mène vers la confiance. Quand les gens, elle a dit, quand les gens expriment, extériorisent ce qu'ils ressentent, la douleur qu'elle porte en elle. J'avais dit tantôt, la douleur ne se soigne pas par le silence. Il faut arriver à extérioriser ce que tu portes. Et en extériorisant, il faudrait que la justice prenne en compte. Mais quand la justice ne prend pas en compte, qui va parler de la paix? La paix, là, ça va être la paix au bout des lèvres, mais pas la paix au niveau du cœur. Et donc, la base de tout, c'est la justice. Et là, tu l'as dit, c'est extrêmement important. Et nos dirigeants doivent veiller à ce qu'on ait une justice forte. Ce pays a besoin tout simplement de la justice. La paix va revenir s'il y a la justice. Mais c'est parce que ce sont des injustices. Ce que tu vois noir ici, on va te dire que c'est blanc. Mais c'est toi qui dis la vérité, c'est toi là quand tu incites à la haine. Et tant qu'on ne va pas dire là, on va voiler tout. On voile tout, on politise tout, on fait tout. On ne laisse pas le cœur ouvert pour voir ce qui est bien. Dieu nous a créés à son image avec l'esprit de discernement. Et donc, nous sommes censés distinguer le mal du bien. Mais quand on voit, on étouffe la justice. Les plus forts ont droit à la justice, les plus faibles sont écrasés. Non. Je suis sûr que nos autorités nous suivent en ce moment. Certainement. Le cri des femmes aujourd'hui. Le président de la République est en train de nous suivre. Oui, il est né d'une femme. Il a des femmes, il a des enfants. Ces ministres-là ont des femmes, ont des enfants. Ça dit, j'ai essayé de me dire, de me mettre un peu à leur place. Ou alors, je souhaiterais qu'ils se mettent à la place de ces femmes. Ou bien de ces hommes, qui ont perdu. C'est-à-dire, quand tu arrives de dehors, ton enfant court. De les allaiter, les médecins seuls qui s'en chargent, voilà tout ça. C'est tout ce qu'on traverse. Donc, vous voyez, si ils étaient à la place de ceux-là, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Et c'est pour ça que moi, je ne vais pas... C'est-à-dire que pour cette situation-là, je ne vais pas prier les autorités, mais je les interpelle. Non, je ne vais pas les prier. Parce que c'est si grave. Mais je me dis, quand on dit autorité, peut-être qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Les autorités administratives, militaires et traditionnelles, vous voyez, dans certaines, les préfets, les sous-préfets, quand vous voyez au niveau déconcentré, il y a des autorités, il y a des gens qui sont extrêmement bien, qui font leur travail. Oui, moi je suis femme de terrain. Et on les connaît. Il y a des gens qui vraiment qui travaillent et qui veulent un changement.
mais qui sont étouffés aussi. Je veux donner quelques exemples. Aujourd'hui, j'ai de l'admiration, par exemple, pour le préfet de Mont-de-Lam, qui a de très bonnes initiatives. Vous voyez, nous avons un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre maintenant, et également sur la prévention et gestion des conflits, dans le cadre d'un consortium avec Caritas Suisse, IHDL, et c'est un projet financé par AFD et Union européenne. Et donc, nous, au niveau de l'APLFT, on s'occupe du volet prévention, gestion de conflits, qui est aussi un aspect. Et donc, dans la zone, quand on arrive, on travaille avec les autorités, et arrivé à Mbaye-Bokoum, on a vu notre projet, tout ce que nous avons prévu comme activité à mener sur le terrain. Les collègues sont allés présenter aux autorités, quand même locales, est-ce qu'ils ont... Mais à notre grande surprise, le préfet a sorti également un projet. Il a élaboré un projet et qui prenait déjà en compte nos activités, les formations, les sensibilisations. Ah, vous imaginez? Et ils sont en train de chercher un financement. Et donc, comme nous sommes arrivés avec, notre projet financé, donc nous étions... On s'est dit, mais ça, c'est une opportunité. Et donc, on a pris en compte leur projet et notre projet. On a fusionné pour mener des, comment on appelle, les sensibilisations par le théâtre. Et ils sont encore sur le terrain. Vous voyez? C'est-à-dire, ça, ce sont des gens qui se soucient quand même quelque part de la quiétude autour d'eux. Et vous prenez par exemple le secrétaire général de la PND. Mais là, il est admiré de la population. Parce qu'il pense que non, avec lui, il n'y a pas de conflit, il y a pas quand c'est lui qui est là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc il y a quand même des exemples qui sont bien, qui méritent d'être partagés avec d'autres autorités. Mais il y a d'autres qui sont là que pour des intérêts. Voilà. Et qui sont là. Voilà. C'est un peu difficile, les gens. Donc c'est un peu... Voilà, donc tu vois, c'est un peu difficile. Et nous pensons que il y a la possibilité, tout n'est pas perdu. C'est encore possible. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, que les autorités à un certain niveau s'arrêtent, évaluent et se disent, oui, mais maintenant, ça en est de trop. On se tourne vers le Ouadaï, conflit. Salamat, conflit. Ici, Gorée, conflit. Ici, conflit. Et là, actuellement, dans la zone de Danamadi, j'ai suivi une vidéo ce matin où les éleveurs, avec les présidents des comités de quoi comme ça, voilà, ils délimitent, eux-mêmes ils viennent, avec l'autre, le président du village même. Donc, ils marquent sur les arbres, ils délimitent leurs parcelles, et ce sont les champs des éleveurs, les champs des agriculteurs. Donc, quand c'est comme ça, il faudrait que les autorités interviennent à temps. Et les autorités donnent la possibilité aux autorités coutumières également de s'exprimer, parce que tout ce qui est terre, on a les chefs de terre, on a les trucs. Donc, pour que les gens cohabitent, il faudrait vraiment faire respecter les droits coutumiers. Également, les us et coutumes. D'accord. Voilà. Merci, Madame Lalom. On va un peu revenir vers les hommes de médias aussi. Alors, le rôle des médias dans ces conflits, Madame Coulibaly, il joue un rôle de sensibilisateur ou bien il aggrave plutôt la situation, parce qu'on voit tantôt certains médias, ils donnent de bonnes informations, ceux qui... donc, voilà.
D'accord. Le rôle des médias. Dans Tu l'as dit, hein. Tantôt ils aggravent, tantôt ils peuvent... Ils arrangent. C'est ce qu'on cherche à savoir. D'accord. Moi, je pense que, d'une vue générale, les médias sont là pour la sensibilisation, l'information et l'éducation. Oui. Et en dehors de cela, le média ou bien l'organe médiatique doit se conformer au contexte de là où il exerce sa fonction ou bien là où il est implanté. Mais c'est déplorable de voir maintenant ce que les journalistes font et surtout avec les réseaux sociaux. Si je peux me le permettre, je dirais que sur 100, 50% sur les réseaux sociaux sont des amateurs. Quand il y a des chichis, comment dirais-je, des informations erronées, des fausses informations, la plupart, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ma manière à moi d'orienter la population vers les chaînes de télévision, les radios professionnelles pour bien s'informer. Et maintenant, pour ce qui est de leurs responsabilités, en dehors de l'organe, le journaliste ou bien la journaliste, c'est quoi son rôle dans ce milieu, comment dirais-je, dans un pays avec des conflits incessants? Qu'est-ce que le journaliste est censé faire? Récemment, il y a eu un petit bruit sur les réseaux sociaux. Et je pense que vous êtes tous informés, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Je me dis que la responsabilité, elle est partagée. Parce qu'en tant que journaliste, il y a la déontologie, il y a l'éthique. Mais c'est ce qui échappe à plusieurs journalistes. Dans un pays qui passe des moments difficiles, qui est dans les tensions, est-ce que c'est en ce temps-là que toi, journaliste, tu dois couper ou bien tu dois prendre telle information qui peut inciter à la haine? Est-ce que c'est ton travail en tant que journaliste? Certes, c'est X qui l'a dit ou c'est Y qui l'a dit, mais toi, en tant que journaliste, que dit la déontologie et l'éthique pendant les moments de conflit? Tu dois jouer ton rôle. Chaque journaliste doit avoir un sac de dossiers. X s'est exprimé ainsi. Tu prends, tu gardes. Ça peut revenir contre lui, tout comme la justice, parce que quand ils partent chercher X ou Y, ils disent que tout ce que vous allez dire serait retenu contre vous. Donc, le ministre, pas le ministre qui a causé le problème, je parle de façon générale, le ministre ou bien l'autorité qui se perd dans ses discours, toi en tant que journaliste, en arrangeant cette information, ce n'est pas le ministre que tu arranges, mais c'est ta population, c'est ton pays. Mais quand tu n'as pas la passion aussi, et que tu es là pour chercher, pour les pains, gains de pain ou autre, la visibilité, c'est normal que ces choses puissent arriver. Mais je profite encore de cet instant pour rappeler quelques points, si vous le permettez. On a comme rôle du journalisme pendant ces moments de conflit, on a la véracité de l'information, il y a le rigueur. Deuxième partie, il y a l'impartialité du journaliste, il y a la responsabilité sociale, que je m'aimerais développer un peu. Parlant de la responsabilité sociale de l'organe ou bien du journaliste en question, le journaliste doit éviter de nuire, surtout en période de tension, et réfléchir à l'impact de ses mots. Si c'est un article, comme il y a la presse écrite, il y a la radio et la télévision, voilà. Si c'est un article, le journaliste doit savoir mesurer l'impact de ses mots. Un article peut attiser la violence ou apaiser les esprits. Et ce dernier point que j'aime bien, c'est de ne pas publier d'éléments suspectibles, d'inciter à la haine, à la vengeance ou à la stigmatisation d'un groupe. Et c'est ce qui échappe à mes nombreux confrères et consoeurs. On peut faire des erreurs professionnelles. Mais toi-même, tu sais que la déontologie peut-être te le dit de le faire, mais que te dit l'éthique? En le faisant là, est-ce que toi seul, tu peux assumer les conséquences? À supposer que X ou Y soit retenu en disant qu'il a prôné des discours incitant à la haine, mais l'organe médiatique aussi qui a couvert ça, moi je pense que aussi il doit être questionné. Il doit être questionné. Ça dépend du contexte au fait. En tant que tu es journaliste dans un contexte, si ton contexte est favorable de traiter l'information, tu l'adaptes. Mais dans un pays,
si je peux le dire, hein, on parle de aidez-moi un peu, l'alphabétisation. Hein. L'analphabétisation, voilà. On parle beaucoup de cela ici. Mais toi-même, tu sais que le peuple a ce problème. Et tu viens avec des informations. Qu'est-ce que ça peut donner? X ou Y, je l'ai dit au début, au commencement, c'est un sujet sensible. Très souvent, en voulant faire un discours, tes sentiments personnels peuvent primer. Et quand ça prime, toi, journaliste professionnel, c'est à toi d'arranger ça. Tu ne dois pas inciter à la violence. Ce n'est pas X que tu dénonces, ce n'est pas Y, parce que ça vient en réponse de la situation précédente avec l'homme politique. Et je me retiens de rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas aux journalistes d'être arme de guerre dans la main des politiciens. Ce n'est pas bon. Il doit plutôt sensibiliser. Diana, quelque chose à ajouter? Le rôle des médias, ils jouent le rôle de sensibiliser ou bien ils aggravent? Je ne dirais pas que les médias aggravent, mais c'est juste la manière de traiter les informations. C'est la manière de pouvoir informer notre public avec les faits qu'on a sous la main. Oui. Parce que très souvent, on met les journalistes en conflit ou bien on met même les médias en conflit dans le traitement de l'information. Parce que quand vous prenez tel média, la façon où le média présente les faits est différente de la façon où l'autre présente les faits. Et deux fois, les statistiques qu'on présente même dans les faits, ça ne colle pas trop. Il faut se dire les choses. Quand on prend les médias, surtout publics, quand on nous donne les statistiques, pendant les conflits, c'est différent que quand on suit les informations à travers les médias privés. Et là, la population même se questionne. Ils se demandent, mais comment on a deux informations sur la même question? On est perdu. On est perdu, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi ignorer la communication gouvernementale. On sait que les médias privés travaillent sous le leadership du gouvernement. Donc, non, public. Les médias publics. Les médias publics. Donc, c'est vrai qu'eux, ils n'ont pas trop la main pour dire les faits tels qu'ils sont. Mais les médias privés, quand même, peuvent dire les choses telles qu'ils sont. Et c'est là où intervient un peu l'incompréhension de voir dans la présentation des faits qu'on observe sur le terrain. Et aussi, Mme Koulibaly a si bien dit, surtout lorsque les journalistes traitent les informations, il faut qu'ils arrivent un peu à mettre de côté le sentiment. Parce que sous l'émotion, on traite les informations selon notre propre ressenti. On est obligé des fois à dire les mots, à prononcer des mots qu'il ne fallait pas le dire, et puis à un moment donné, ce mot peut se retourner contre nous, ou bien quand on interprète mal ce qu'on a dit dans un contexte donné, la population peut tout de suite se dérailler, et puis voilà, ça peut engendrer également autre chose. Donc en un seul mot, comme l'a dit Mme Koulibaly, c'est l'impartialité. Voilà. C'est l'impartialité. Aussi avec les réseaux sociaux, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est vrai que de nos jours, il y a des blogueurs, il y a des personnalités, il y a des personnes lambda qui créent leurs comptes, qui donnent les informations, se disent des journalistes comme les journalistes. Il y a aussi des pages officielles des médias qui sont là. Mais il faut faire également attention. Ne pas suivre tout le monde, surtout sur les questions sensibles qu'on est en train d'en parler aujourd'hui. Ne pas seulement aller suivre tel parce que l'autre a présenté les faits, parce que j'ai vu les images, parce qu'il a dit que c'est ma communauté qui a raison ou quoi. Il faut faire attention également lorsqu'on suit les influenceurs ou bien les influenceurs sur les réseaux également. Et on peut tout de suite s'égarer, surtout que le monde évolue et les gens utilisent beaucoup plus l'intelligence artificielle pour truquer également les informations. Donc, on peut prendre les images ou bien les informations fausses, mettre en ligne et puis dire que voilà, c'est dans tel village. Et nous, on n'a pas pris le temps de vérifier, on n'a pas pris le temps de voir est-ce que c'est vrai ou pas. On se jette dessus et puis on commence à crier. Non, il faut prendre le temps de checker l'information, de vérifier les sources si possible, recouper, et avant de prendre position. Bon, oui, moi je pense que les médias jouent un rôle extrêmement important, mais
c'est quand même... c'est trop sensible, en fait. Ils sont sur un fil assez sensible. Dans notre pays, le plus souvent, c'est-à-dire qu'ils sont même étiquetés. Les médias privés, là, ce sont les médias de l'opposition. Les médias publics, ça c'est... Bon, voilà. Donc, chacun choisit déjà son camp. Et vous voyez que la population ne suit pas beaucoup les médias publics. Voilà. Ils ne suivent pas beaucoup les médias publics parce qu'ils vous disent, non, mais qu'est-ce qu'ils vont dire même de bon? Ça, là, il y a des gens qui disent, moi, la télé Tchad, là, ça fait combien d'années? Peut-être qu'il y a un événement, je vais aller voir. La radio Tchad, là, tu vas aller suivre quoi? Là, ça fait que moi, tu ne vas rien entendre. Moi, je vais sur la radio Tchad, là, pour les communiquer. Les cas de décès pour voir est-ce que... Voilà. Mais les troisième médias qui sont les réseaux sociaux, c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. Il y a des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font, mais beaucoup, c'est du sensationnel. Et comme ils l'ont dit, chacun traite selon ce qu'il ressent. Hein. Chez nous, les associations de droits de l'homme, on s'est dit, quand une association de droits de l'homme sort un communiqué ou dit quelque chose, c'est la preuve. C'est la preuve importante. Tu ne peux pas sortir quelque chose comme ça sans être en mesure d'apporter la preuve de ce que tu dis. Et la crédibilité d'une organisation de défense des droits de l'homme, réside au niveau de la fiabilité des sources de ces informations. Et c'est la même chose au niveau des médias. Les conflits que nous vivons aujourd'hui, vous voyez, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a des tendances qui tirent, voilà, vers un conflit religieux. Il y a des gens qui tirent vers le conflit ethnique. Il y a des gens qui tirent vers le... Vous voyez? Et ça dit que ce sont aussi des violences. Ce sont aussi des violences. Mais quand il se dit, c'est-à-dire quand tu lis, il faut voir comment les gens s'envoient des invectives. Mais s'il se trouve, hein, ça peut aussi entraîner la violence physique. Et quand c'est comme ça, vous voyez, nous sommes dans un pays où le taux d'analphabétisme est élevé. Et quand tu dis ça, et surtout qu'on est beaucoup plus sur les... On est penché beaucoup plus sur les côtés ethniques, communautaires. Donc, quand l'autre a dit ça, il est de ma communauté, il a dit ça, ça doit être la vérité. Et c'est ou religieux, même religieux. Ouais. Ils vont dire, mais non, on a dit ça aux chrétiens, on a insulté les chrétiens. Pourquoi vous avez insulté les chrétiens? Il a insulté les musulmans. Pourquoi vous avez insulté les musulmans? Les musulmans adorent Dieu. Les chrétiens adorent Dieu. Et ce Dieu-là, il est seul. Dieu a demandé à qui d'être son avocat. Dieu n'a pas demandé à quelqu'un d'être son avocat. Et donc, les médias, aujourd'hui, ont aussi une responsabilité, une certaine responsabilité. Certains médias ont une certaine responsabilité. Donc, il faudrait qu'il y ait des retenues. Pour cette population qui a besoin d'être éclairée, que les gens choisissent vraiment des vraies informations pour éclairer. Donc, les médias, on a besoin encore de renforcer davantage les capacités de certains médias ou certains journalistes sur la question d'éthique qu'elle vient de dire. Voilà. Et donc, toi, tu sais que le problème, il est là. Mais il y a une manière de le dire pour ne pas inciter. Il y en a aussi. Il y a une manière de le dire. Voilà. Il faut une dose de sagesse. Une dose de sagesse. Je n'ai pas été sage ce soir à cause de la situation des femmes. Quand j'avais intervenu, j'ai dit non, pour ça, je ne transige pas les dessus.
Non, vous Mais- ne me comprenez pas. Je dis dans le traitement de l'information, il faut une dose de sagesse de la part du journaliste. Non, non, non. Non, je parle de moi. Je parle de moi-même. D'accord. Par rapport à mon intervention, D'accord. parce que là, j'étais très en colère par rapport voilà, au massacre des femmes, des enfants. Et donc, tu vois, ça fait que quand tu es dans une situation pareille, tu peux manquer de maîtrise de soi. Mais pour un journaliste qui est formé, c'est ça son travail. Voilà, il doit, même quand il écrit, il doit lire, relire, voir un peu les différentes facettes. Est-ce que ça ne peut pas inciter? Est-ce que ça ne peut pas? Est-ce que donc, pour équilibrer quand même l'information. Voilà, donc, c'est pour dire que oui, on a, comment on appelle, la radio Mille Collines. Vous avez vu ce que la radio Mille Collines a apporté à amener au Rwanda. Ah, donc, c'est notre souhait est que nous, les auditeurs ou les téléspectateurs ou bien les lecteurs, nous avons besoin, il y a des gens qui sont formés pour ça, et nous avons vraiment besoin d'être éclairés pour d'autres. Mais il faut dire qu'ils font du bon et du mauvais boulot aussi. D'accord. L'émission tire pratiquement vers sa fin, Madame Koulibaly. Quel message vous avez à adresser aux communautés qui ont subi ces violences, les communautés concernées en fait? D'accord. Alors, le message que j'ai adressé à cette communauté, c'est de renouveler mes condoléances et aussi de les appeler vraiment à faire la paix. Même si je l'ai dit que c'est un processus, peut-être il y aura d'autres ONG ou bien l'État, comme pour ces cas-là, l'État est parti, il a délégué quelques personnes pour aller faire le constat. Peut-être après le constat, il va réagir. Donc, de travailler sur la paix, ne pas vouloir se venger, parce que moi, je pense, à mon humble envie, nul ne sort gagnant dans une telle situation. C'est impossible. Et il faut que l'État aussi essaye d'intégrer certaines choses. C'est ma proposition à l'endroit de l'État, telle que l'éducation à la paix. Il faut l'éducation à la paix. Il faut également, peut-être, je me penche un peu sur les propos de l'un des ministres, ancien ministre, qui était ici sur le plateau, qui a parlé de l'absence d'un ministère de paix et la réconciliation. Un pays qui est dans les conflits incessants, c'est déplorable de voir qu'il n'y ait pas de ministère en son nom pour vraiment gérer ces situations. Si l'État peut vraiment réfléchir, non seulement déléguer les gens, mais il faut un ministère spécialisé, spécifique pour la cause, l'éducation à la paix. Je termine avec ça. Ok, merci Diana. Vous avez un message à adresser aux communautés concernées? Message adressé aux communautés concernées que tout ce qu'on peut dire ici, ça ne va pas apaiser leur douleur, on le sait très bien, mais juste les dire condoléances et vraiment beaucoup de courage. Sauf que, comme Madame Koulibaly a dit, il faut la paix. Et il ne faut pas que ça soit juste une paix de façade, mais qu'on cherche la racine du problème pour pouvoir trouver la solution qu'il faut. Parce que lorsqu'on ne cherche pas la racine profonde de ce qui a engendré ces conflits-là, on ne pourra jamais résoudre ce conflit. Donc il faut qu'on cherche pour qu'on puisse arriver à un consensus et vivre en harmonie dans ces localités. Et aussi, il faut qu'il y ait quand même une justice équitable. Parce que dans un conflit, s'il n'y a pas de justice, ceux qui ont subi, ils vont chercher à se faire justice eux-mêmes. Et en se cherchant à se faire justice eux-mêmes, ils vont encore gâter les choses. Pourtant, en ce moment précis, on a besoin de construire ce pays-là. On n'a pas besoin de revenir tout le temps dire qu'il y a des conflits, il y a des guerres par-ci, par-là, pour aller injecter encore des millions et autres pour résoudre ce problème. Pourtant, ces millions, c'est cet argent-là qu'on injecte pour résoudre des problèmes, des conflits, on peut injecter ailleurs.
On crie les problèmes de l'éducation, on crie les problèmes de chômage des jeunes, on crie. Mais avançons, ne reculons pas pour rester seulement sur place, résoudre le problème de guerre dans ce pays. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci, Madame Narbonne. Bon. Je dis courage aux survivantes. Nous partageons, et aux familles, nous partageons ces moments de douleur avec eux. Mais oui, qu'on ne s'appuie pas vraiment sur le passé. Si le passé il est douloureux, on doit tout faire pour faire en sorte que l'avenir apporte la paix. Qu'on ne marche pas en regardant constamment derrière. Avançons. Et c'est possible. Mais mon message s'adresse particulièrement à nos gouvernants. Ils ont cette responsabilité de protéger les Tchadiens sur les 1 284 000 km². Assurer leur sécurité, leurs biens. La paix n'est pas l'absence des guerres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en paix au Tchad. Oui, avec les voisins et autres, les armes, il n'y a pas de conflit. Mais ces conflits, chaque jour, ces conflits augmentent la douleur des Tchadiens, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons vraiment besoin que le gouvernement prenne de recul, écoute sa population, s'assied, élabore un programme en bonne et due forme pour les sensibilisations, élabore un programme. Et vous avez parlé du ministère de réconciliation. Nous avons la médiature qui est là. La médiature. Depuis les conflits, on n'a pas entendu parler de la médiature. Donc, ils doivent jouer leur rôle. Aujourd'hui, il y a une pression dans une partie du pays. Le Tchad est grand. Donc, qu'il élabore les programmes. Nous avons notre beau désert qui est là, qui n'est pas exploité. Vous prenez Israël, l'Arabie Saoudite, hein, ce sont des pays, ou le Qatar, des pays qui sont construits sur les sables. Et au nord, la nappe phréatique n'est pas loin. C'est pas facile d'avoir de l'eau. On peut rendre vers le nord pour décentraliser, maintenir les éleveurs de là où ils vont, au lieu de les laisser tous migrer vers une seule zone et créer souvent des conflits. Donc, mais aussi, ma recommandation au gouvernement, c'est de dépolitiser l'administration. La politique a pris le dessus. On nomme, parce que lui, il a battu campagne. Critères de nomination. Ouais, lui, il a beaucoup battu campagne. Donc, il faut lui donner un poste. Celui-là, on le nomme parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela. Nous avons des énarques qui sont là. L'État, ils ont lancé encore un avis de comment on appelle, un concours. Un concours à l'ENA. Ils sont là, ils chôment. Qu'ils nomment les énarques. Je vous ai parlé tout à l'heure du préfet. Des préfets, ce sont des énarques. Et ils sont différents. Okay. Et autre chose, c'est de démilitariser aussi l'administration. Le militaire, lui, là, qui s'occupe de son camp.
qui s'occupe des militaires et qui laisse l'administration à ceux qui sont formés. Okay. Merci beaucoup. Merci, Madame. C'est sur ces quelques mots que se referme ce débat. Ce soir, nous avons écouté des voix, des douleurs, mais aussi beaucoup d'espoir. Alors, on va se quitter sur ce note. Au-delà des origines, des coutumes ou des différences, il y a une chose qui nous unit, notre humanité. Restaurer la paix, ce n'est pas oublier, c'est choisir de reconstruire ensemble malgré les blessures. Alors, merci à vous, chers invités, de nous éclairer. Merci aussi à nos téléspectateurs de nous suivre. Je vous dis merci. Merci. Ok, d'accord.